Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Impact. Jamais le sentiment d'être contraint et débordé par le temps n'a été aussi fort. L'ère du numérique nous impose d'être joignables et réactifs en permanence. L'ultra-court-termisme gouverne nos vies professionnelles autant que nos loisirs. La crise financière de 2008, à travers la rapidité de ses enchaînements, a encore accru notre sensation que non seulement tout va trop vite, mais qu'en plus nous ne sommes pas armés pour faire face à cette accélération sans précédent du monde, ce que certains appellent l'urgence. Gilles Finkelstein et Mathieu Pigasse, dans leur ouvrage paru en 2009, Le monde d'après, concluaient leur analyse de cette crise par ces mots. L'urgence est de sortir de la dictature de l'urgence est de retrouver le temps long. Gilles Finkelstein reprend là où il s'était interrompu avec son nouveau livre, La dictature de l'urgence. Pour en parler, j'aurai le plaisir de le recevoir dans quelques instants. A tout de suite dans Impact. Gilles Finkelstein, bonjour. Bonjour Karim Amelal. Je rappelle que vous avez été conseiller de Dominique Strauss-Kahn de 1997 à 1999, lorsque celui-ci était ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement de Lionel Jospin. Vous êtes directeur des études d'Euro-RSCG, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, et vous publiez aux éditions Fayard un nouveau livre, un essai intitulé La dictature de l'urgence. Gilles Finkelstein, je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau d'Impact. Comment est-ce que vous définissez la dictature de l'urgence ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est tout simplement notre nouveau rapport au temps. Je crois que c'est un phénomène que beaucoup de Français ressentent, et ressentent souvent douloureusement, que je définis de deux manières. C'est à la fois le sentiment que le temps est accéléré et le sentiment que le temps est compressé. C'est-à-dire que c'est le sacre de la vitesse et le sacre de l'instant. C'est ces deux dimensions, la vitesse et l'instant, qui définit notre nouveau rapport au temps et ce que j'appelle l'urgence. Culte de l'instant, culte de la vitesse. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner qui attestent cette dictature de l'urgence et qui traduisent notre vécu dans une accélération permanente du monde, des choses, de notre quotidien ? Oui, cette impression que les choses vont plus vite, je crois qu'elle est assez largement partagée, et en même temps, il faut valider cette intuition, et donc un des objets de ce livre est d'essayer de balayer un certain nombre de champs, la vie professionnelle, notre vie personnelle, la vie publique, pour voir si ce sentiment correspond à une réalité ou pas. Et la thèse que je défends, c'est que non seulement ça correspond à une réalité, mais que cette réalité va encore au-delà de ce que nous pressentions. C'est-à-dire que c'est un phénomène dont l'ampleur et la rapidité sont encore plus importants que ce que nous pressentions. Lorsque vous interrogez les Français, que vous leur demandez est-ce qu'ils ont le sentiment de devoir accomplir leurs tâches dans un laps de temps très réduit, moins d'une heure. Vous regardez l'évolution sur 20 ans, il y avait 5% des Français qui vous disaient c'est le cas en 1984, on est passé à 25% aujourd'hui. Et puis, dernier exemple, sur la vie publique, quand vous regardez la manière dont les lois sont adoptées, il y a une procédure qui s'appelle la procédure d'urgence et qui fait que les lois suivent une procédure accélérée pour être adoptées. Eh bien, pendant plusieurs décennies, cette procédure d'urgence ne concernait en gros qu'un petit tiers des lois qui étaient adoptées. Depuis 2007, on est passé aux 2 tiers, et même en 2008, la quasi-totalité des lois qui ont été adoptées ont suivi cette procédure d'urgence. Gilles Finkelstein, quelles sont les causes de cette accélération brutale du temps, de cette dictature de l'urgence ? Alors, si on essaye de classifier les différentes causes, je crois qu'il y a 3 grands types de lectures qui ont été proposées pour expliquer cette accélération du temps. De manière un peu schématique, il y a une première grille de lecture qui est une grille de lecture technique qui dit, en gros, c'est l'Internet qui est à l'origine de l'accélération. C'est la puissance du réseau qui explique la vitesse du récit. Il y a une deuxième cause qui est une cause plus politique et qui dit c'est la mondialisation, l'extension du marché qui a expliqué l'accélération des choses. Et puis, il y a une troisième cause qui est une cause plus morale. C'est le triomphe de la cupidité que décrit Joseph Stiglitz.
qui fait qu'il y a eu un dérèglement de la boussole de nos valeurs qui s'est traduit par un dérèglement de nos horloges. Je crois que chacune de ces trois causes, pour partie, est juste, mais qu'aucune à elle seule ne peut expliquer ce qui est en train de se passer. Un facteur parmi ceux que vous évoquez semble peut-être un peu plus important que les autres, en tout cas revêt un caractère très actuel, c'est la financiarisation de l'économie, ce que vous appelez l'extension du marché, à travers votre lecture politique de l'accélération du temps. En quoi est-ce que la financiarisation de l'économie contribue à accélérer le temps et contribue à cette dictature de l'urgence ? Alors peut-être de deux manières. La première manière, la plus directe, c'est que le rapport au temps du monde de la finance, par construction, est un rapport beaucoup plus court, beaucoup plus rapide, que beaucoup des arbitrages se font dans des laps de temps extrêmement courts, parfois jusqu'à la seconde, voire la milliseconde. Donc il y a ce premier effet qui est l'effet direct, et puis il y a un effet indirect qui est que ce temps de la finance, peu à peu, s'est répercuté sur l'économie réelle, que pour donner un exemple qui est bien connu, qu'on a pu gagner beaucoup d'argent très vite dans le monde de la finance et que les mêmes exigences de rentabilité, et qui ont évidemment des effets sur le rapport au temps, se sont après transférées sur le monde de l'économie. Que lorsque on demande aux entreprises de produire 15% de résultats annuels, le rapport au temps, évidemment, est également très impacté par ces exigences-là. Parmi les effets positifs que vous évoquez liés à cette pression de l'urgence, cette dictature de l'urgence, parce qu'il y a tout de même quelques effets positifs, il y a ce que vous appelez le refus du sacrifice de soi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie, le refus du sacrifice de soi ? Oui, il y a des effets positifs, il y a beaucoup d'effets positifs, non pas à la dictature de l'urgence, mais en tout cas à la vitesse. Et même à ce nouveau rapport au temps. Ce que j'appelle le refus du sacrifice de soi en est un, et c'est une idée très simple, c'est que contrairement à ce qui prévalait au début du XXe siècle, ou même peut-être au milieu du XXe siècle, au moment où les grandes idéologies, le marxisme, ou les grandes religions, le christianisme, étaient beaucoup plus prégnantes, et donc à un moment dans lequel il était possible de ne pas vivre pleinement sa vie ici et maintenant, mais où on pouvait reporter à une espérance d'un monde meilleur après, le fait que l'on se soit dépris de ces grandes idéologies et de ces grandes religions a au moins ceci de positif, que chacun essaye de vivre sa vie pleinement ici et maintenant, et ça c'est un effet, je crois, qui est un effet positif. Parmi les effets négatifs, nombreux et importants de cette pression du temps, il y a bien sûr ce à quoi on pense assez spontanément, c'est-à-dire la dictature du stress, l'emprise de l'angoisse, avec, dans des cas extrêmes, l'augmentation du nombre de suicides. On sait par exemple que les Français sont les plus grands consommateurs de psychotropes dans le monde. Il y a un autre effet négatif sur lequel vous insistez, qui est la crise de l'État. Crise du temps signifie crise de l'État, à travers notamment la délégitimation de l'action publique. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière est-ce que l'État perd en crédibilité ? Oui, d'une manière là aussi un peu schématique, il perd en efficacité, parce que lorsque vous avez de manière récurrente des problèmes placés sous le signe de l'urgence. Je pense, par exemple, on est l'hiver au SDF, qui reviennent régulièrement et que l'État n'arrive pas à régler. Il y a une perte du sentiment d'efficacité, et pas seulement du sentiment d'efficacité. C'est un peu ce que disait Lionel Jospin en 2000, lorsqu'il disait à des grévistes, l'État ne peut pas tout. C'est un petit peu la même chose. C'est ça la perte de crédibilité, d'efficacité de l'État. Non, c'est pas de dire l'État ne peut pas tout, c'est que l'État ne réussit pas à faire ce qu'il doit faire. C'est ça la perte d'efficacité. Il y a un problème d'adaptation. Le mode de fonctionnement des pouvoirs publics, par nature, est plus lent que l'évolution de la société et de l'économie. Il y a un risque de perte du sentiment d'équité, parce que les phénomènes qui constituent l'urgence, et notamment la mondialisation, ont pour effet de remettre en cause notre modèle social. Et donc c'est l'ensemble de ces phénomènes qui font que le politique est délégitimé par cette irruption de l'urgence. Est-ce que gauche et droite réagissent de la même manière face à cette accélération du temps, à cette dictature de l'urgence ? Alors la tentation de la gauche peut être d'essayer de ralentir le temps et de décélérer,
La tentation de la droite peut être de s'adapter et donc de déréguler davantage pour s'adapter à ce monde-là. Donc il n'y a pas nécessairement le même type de réaction à droite et à gauche, mais peut-être que nous y reviendrons. Je pense que ça sera un des débats de l'élection présidentielle de 2012. C'est dans l'air du temps, depuis quelques années, quelques décennies, peut-être, de dire que nos gouvernants, pas seulement en France, partout dans le monde, ne se préoccupent pas de l'avenir, ont une très forte préférence pour le présent. Mais Gilles Finkelstein, après tout, est-ce qu'à un autre moment dans notre histoire, est-ce qu'un jour dans notre histoire, en France, nos gouvernants se sont préoccupés d'autre chose, en l'occurrence du futur, que des échéances électorales à venir, et en particulier de leur réélection? Quand vous prenez ce qu'est l'histoire de la construction européenne depuis, en gros, depuis les années 50, à peu près à chaque étape, vous aviez fixé à un horizon de 5 ans, 10 ans, parfois même 20 ans, des objectifs. Lorsque les premières idées de monnaie unique ont émergé, c'était un objectif à long terme. Tout le monde disait, voilà, qui est totalement utopique, mais ça fixait un horizon. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et je crois que c'est un des problèmes que nous avons et que le temps est aujourd'hui extrêmement compressé sur l'instant, nous empêchant de nous projeter, faisant que nous n'avons ni passé ni avenir. Et je crois que c'est un des maux dont souffre la France aujourd'hui. Parmi les solutions que vous préconisez, qui existent, bon, il y en a une qui est, somme toute, assez évidente, face à cette pression du temps, cette accélération du temps, consiste tout simplement à freiner, à ralentir. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ralentir? Est-ce qu'on peut le faire seulement? Alors, il y a une mode importante qui s'appelle le mouvement de la lenteur, le slow movement, qui s'est développé beaucoup en Italie, mais qui gagne des adeptes un petit peu partout. On avait assisté au même phénomène lorsque, au tournant du 19e et du 20e siècle, vous l'avez évoqué, il y avait eu cette précédente accélération de l'histoire, il y avait eu une tentation du ralentissement, une tentation de la lenteur. Donc c'est un peu le même phénomène auquel nous assistons aujourd'hui. C'est le slow food, ce sont les villes lentes, ça se décline dans beaucoup de domaines, jusque dans la musique, où il y a tout un courant qui dit qu'il faut revenir à ce qu'était une interprétation plus lente des grandes œuvres et qui correspond ou qui correspondrait à leur composition originelle. Donc ce mouvement-là existe et il va... Y compris sur le plan économique, on peut parler de la décroissance. Exactement, et il va jusqu'à quelque chose qui est nouveau, qui est l'idée que l'avenir de nos économies serait non pas dans la croissance zéro que prenait déjà le Club de Rome dans les années 70, mais carrément dans la décroissance. Donc c'est un mouvement qui reste relativement marginal, mais qui existe et qui a au moins une puissance d'interrogation qui est intéressante, même si je crois que les solutions qu'il préconise sont dangereuses et ne sont pas, sous couvert d'être raisonnables, ne le sont pas. Un autre moyen de faire face à cette dictature de l'urgence, c'est non pas freiner cette fois, mais accélérer. Il semble que ce soit la solution préconisée par le président de la République. Or, vous avez un regard plutôt négatif sur cette manière de faire, sur cette accélération dans l'accélération. Dites-nous pourquoi. Oui, j'essaie de refaire une analyse critique de l'action du président de la République à l'aune de son rapport au temps, et je crois qu'il y a un rapport au temps extrêmement spécifique du sarkozysme et de Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'était celui de ses prédécesseurs. Et c'est vrai à peu près dans quel que soit le domaine que l'on regarde, il y a un rapport au temps qui est très particulier. C'est vrai quand on regarde le rythme qu'il essaye de donner à son action. C'est vrai quand on regarde la rhétorique de Nicolas Sarkozy, dans laquelle il essaye de mettre toujours les choses sous tension. C'est vrai quand on regarde les délais qu'il fixe pour n'importe laquelle de ses actions, dans laquelle on essaye de regarder ce que serait un délai rationnel, raisonnable, pour faire les choses en prenant le temps de la concertation. Et vous arrivez systématiquement à un temps diminué par 2. On évoquait tout à l'heure la question de l'adoption des lois.
Eh bien, c'est depuis l'élection de Nicolas Sarkozy que la procédure d'urgence s'est imposée de manière quasi systématique. Et donc cette volonté qui était celle de Nicolas Sarkozy et qui s'explique par le souhait de rupture qui était au cœur de sa campagne présidentielle et d'être toujours dans l'action. Le problème, c'est que cette action, parce qu'elle est précipitée, est souvent une action inefficace. Il ne faut pas freiner, il ne faut pas accélérer. Selon vous, il faut une sorte de voie médiane qui serait de retrouver la valeur du temps, et en particulier de retrouver la valeur du temps long, placé dans une perspective. Vous appelez de vos voeux, d'ailleurs, selon la formule du philosophe Daniel Innerarity, une nouvelle chronopolitique, vos gouvernements des temps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consisterait? Ouais, je crois que l'essentiel n'est pas de jouer sur le rythme du temps, freiner ou accélérer, même s'il y a des espaces pour décélérer. Et il y a sans doute autour de la concertation, autour de la négociation, autour du temps de la réflexion avant de prendre des décisions, des progrès et des progrès très importants à faire dans l'action publique. Mais je crois que l'essentiel, ou tout en tout cas, n'est pas là. Il ne faut pas simplement essayer de jouer sur le rythme du temps. Il ne faut pas seulement, pour reprendre la formule de François Mitterrand, donner du temps au temps. Je crois que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est de donner, de redonner du sens au temps. Quand on a un temps qui est extrêmement compressé, il faut à nouveau lui redonner de la profondeur, de la perspective, c'est-à-dire retrouver un passé, retrouver un avenir et donc fixer des objectifs, reprojeter nos sociétés, non seulement à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, donc au temps d'un mandat, mais à 10 ans, à 20 ans, c'est-à-dire au temps d'une génération, et que je crois que ce sera un des moyens pour desserrer cette contrainte que nous ressentons et qui est une des causes de l'état de tension dans lequel se trouve la société française. Est-ce que ça n'est pas ce qu'on a toujours fait? Peut-être pas toujours, mais en tout cas au cours de la seconde moitié du XXe siècle, à travers le plan quinquennal notamment. C'est-à-dire placer l'action publique dans une perspective de long terme, avec un certain nombre d'objectifs à atteindre. En d'autres termes, vous seriez favorable à une reconduction, un renouvellement, une réinvention peut-être du plan quinquennal? Reconduction, sans doute pas. Réinvention, peut-être. Je crois qu'on ne peut plus, dans un monde qui est devenu extrêmement complexe, en mutation extrêmement rapide, on ne peut plus penser le plan tel qu'il était dans les années 60, dans lesquelles les différentes étapes, tout était pensé, programmé et qu'on allait suivre de manière mécanique. En revanche, fixer des objectifs, débattre de ces objectifs, fixer des objectifs à moyen ou à long terme, et puis après trouver les voies et moyens pour y arriver, ça je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire. Avec ce plaidoyer en faveur du temps long, de la revalorisation du long terme, est-ce que vous ne craignez pas de voir ressurgir la vieille accusation de la droite qui consiste à dire la gauche, c'est l'immobilisme? C'est un risque. C'est un risque que je ne sous-estime pas, mais je crois que le vrai débat n'est pas entre immobilisme et action, il est entre action efficace et action inefficace, et je suis absolument convaincu que pour retrouver une action publique plus efficace, il faut instaurer un nouveau rapport au temps. Est-ce que vous pensez que 10 ans après le thème de l'insécurité, le thème de la pression du temps, de la tyrannie de l'urgence, peut scander, voire structurer la prochaine campagne présidentielle? Je crois que ce sera un des éléments, et peut-être un des éléments différenciants entre la droite et la gauche lors de l'élection présidentielle. Et d'une certaine manière, je crois qu'on pourrait relire le clivage gauche-droite à l'aune du rapport au temps. Vous reprenez toute l'histoire depuis, en gros, le début du XXe siècle, notamment sur un des aspects du rapport au temps qui est le temps physique et notamment la réduction du temps de travail. Il a été systématiquement porté par la gauche et refusé par la droite. Aujourd'hui, on sera dans un débat qui sera différent. Je crois que ce n'est pas sur le rapport au temps physique, mais plus sur le rapport au temps symbolique, le rapport au temps plus abstrait de celui de l'horizon dans lequel on se place. Et je crois qu'une des missions de la gauche et du candidat de la gauche en 2012 sera d'essayer de reprojeter notre pays dans un horizon plus long. Gilles Finkelstein, merci beaucoup pour cette conversation. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.